Je peux te faire un paquet d'oseille, hein. Le capital, c'est fou. Ah oui, ça. Les voitures, c'est foutu. Ma boîte, mon histoire, émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Salut Thomas, nous sommes aujourd'hui dans Ma boîte, mon histoire, une petite émission qu'on a lancée avec Elodie qui est, en fait dans laquelle on reçoit des gens qui se racontent sans se la raconter. Surtout. Et des gens qui ont entrepris. Donc on est ravis de te recevoir. Donc Thomas Plessis, première question, qui es-tu? Alors déjà, salut Elodie, salut Nash. Merci de me recevoir chez vous, dans votre magnifique salon. Ça, t'as vu? Salon virtuel. Qui je suis je suis un garçon de 46 ans, père de famille, entrepreneur avec quelquefois des petites incartades salariées dans des grands groupes. Avec une grosse appétence pour les médias et en particulier la production audiovisuelle, même si j'ai fait mes premières armes en radio. Après, avec quelques petites divagations digitales et télévisuelles, mais ce qui fait aujourd'hui en fait aussi ce que je suis. Donc, c'était pour moi un parcours, on va dire classique, même si Oui. parfois, et c'est un peu surprenant, mais ça reste somme toute assez classique. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus à une époque où tu étais jeune et fringant, moi aussi. Tu l'es toujours, mais moi plus. Mais à l'époque, je me souviens d'un truc, c'est que tu parlais d'un truc dont personne ne parlait. Tu parlais de podcast. C'était il y a 3500 ans. Et aujourd'hui, c'est quand même... Je pense qu'en 2003-2004, il parlait de podcast. Et tout le monde ouvrait des grands yeux comme ça en disant mais enfin t'es bête quoi, Internet c'est pas pour faire la radio, il y a déjà la radio. Et ils disaient mais vous n'avez rien pigé, etc. Et en fait je me souviens de toi et pendant très longtemps dans ma tête t'étais Monsieur Podcast, mais il y avait un côté un peu folklorique. Aujourd'hui en fait presque 20 ans plus tard, hein, tu dois bien te marrer parce que l'avènement du podcast était tardif, mais tu étais un petit peu à l'origine de tout ça, en tout cas chez nous. Et puis je me souviens que tu allais chercher ça à l'autre bout de la planète, que tu voyageais partout. Est-ce que tu peux nous raconter cette période de défricheur? Et puis d'ailleurs, je pense que tu as toujours cette âme de défricheur. Ouais. Non, mais c'était une période intéressante. En fait, c'était effectivement en 2003, en 2004. Je suis aux États-Unis et j'ai un de mes amis là-bas qui fait aussi de la radio et qui me dit, mais tu sais, là, je m'apprête à enregistrer mon émission. Je lui dis, bah, c'est super, je t'accompagne à la radio. Il me dit, non, non, je l'enregistre chez moi. Je lui dis, attends. Qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit oui, je vais faire un truc sur le podcast. C'est un fichier que j'enregistre. Ensuite, je publie sur un site. Ça génère un flux RSS. On était sur un truc hyper technique. Je lui dis ok, bon, je prends la recette. Comme de la même manière qu'on va chez mamie et on récupère la recette du 4 quarts, et ben voilà, c'est pareil. Je ramène la recette ici en France. Et puis, en faisant mes petites recherches, je me rends compte qu'il y a déjà des mecs qui font un peu ça en France, des gens comme Bertrand Lenôtre notamment, avec qui derrière on va avoir aussi une histoire autour du podcast et de l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et on commence, voilà, je commence un peu à réfléchir là-dessus. Venant de la radio, j'appelle Jean Isnard qui avait été patron de Fun Radio à l'époque où moi j'y travaillais, où j'ai commencé. Je lui parle de ça et Jean qui aussi est quelqu'un d'assez visionnaire me dit bah ouais tiens réfléchissons. Il en parle à son associé Thierry Dumont à l'époque, ils avaient une boîte de prod et puis de fil en aiguille on en parle aussi à Arthur et tout ce petit monde se réunit puis on se dit bah tiens on va lancer Radio Podcast, voilà, qui est une plateforme de contenus originaux, c'est-à-dire produits vraiment pour la plateforme en accès et téléchargement gratuit via des flux RSS. Voilà, le podcast qu'on connaît un peu aujourd'hui. Et donc, on lance ça. Et évidemment, on est en plus de tous ces podcasteurs indépendants. Je parlais de Bertrand Lenôtre, il y en avait d'autres, hein, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on avait un peu défriché. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on a lancé Radio Podcast, l'été suivant, je me retrouve aux États-Unis, encore une fois, à Las Vegas, où il y avait un salon
du podcast, d'ailleurs où j'y vais avec Bertrand. On se retrouve, on était les deux seuls Frenchies là-bas, avec des mecs qui lançaient des émissions à tout va, un peu l'énergie qu'on retrouve aujourd'hui, hein, c'est-à-dire avec des gens qui surtout ont envie de partager des idées, envie de créer. Et voilà, on est dans cette énergie-là. Tu peux remettre un peu de contexte, les réseaux sociaux, YouTube, on en était où à ce moment-là? On n'y est pas en fait. 2004, 2003, 2004, les réseaux sociaux, bon, il n'y a pas grand-chose. MySpace. Éventuellement MySpace, voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur les outils, c'est pareil, il y a rien. Aujourd'hui, on a des plateformes d'hébergement comme Acast. Là, ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, on était vraiment dans une logique de débrouille, de démerde. Et c'était ce qui était aussi un petit peu excitant, ce qu'on retrouvait un peu, voilà, ce côté Far West. Et donc, on a assisté un peu à cette conférence avec tous ces gens, tous ces fous là, qui faisaient des émissions. Et donc, en revenant en France, on continue, bon an, mal an, à pousser tout ça. Et puis, assez rapidement, un groupe un jour nous approche, qui est le groupe Lagardère, à ce moment-là dirigé par Didier Quillot. Et ils nous disent, mais c'est quand même intéressant votre truc. On se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi en podcast, aussi pour les radios. Parlons-nous. Et c'est comme ça qu'en fait, en 2008, on est racheté par le groupe Lagardère qui décide d'investir fortement sur le podcast dans une logique beaucoup plus traditionnelle comme on l'a connu justement à cette période où les radios ont commencé à s'intéresser au podcast. Mais Pour délinéariser, oui. Exactement, pour délinéariser les programmes dans une logique de replay, voilà, sans pour autant parler de podcasts originaux. Et c'est comme ça qu'ensuite le podcast s'est installé dans le quotidien des gens, en tout cas pour cette logique de replay. Et du coup, tu faisais connaître comment ta plateforme? Est-ce que tu monétisais? Comment ça se passait? Alors, on monétisait pas, on était vraiment dans une logique gratuite au départ, avec la volonté rapidement de monétiser via la publicité. Donc, on avait parlé avec un certain nombre de régies en ligne à ce moment-là. Bon, là aussi, c'était assez compliqué parce qu'on était quand même sur un média assez nouveau, même si on avait plutôt des contenus premium parce que du fait de notre réseau, on comptait dans nos associés Arthur aussi qui avait mis à disposition un certain nombre de ces contenus à l'époque où il faisait de la radio. On avait quand même des contenus intéressants. On est monté sur certains mois à 1 million d'écoutes. Ok, Ce qui reste énorme à ce moment-là, mais encore une fois, toujours dans cette logique d'écoute en ligne. Je me souviens d'ailleurs, il faudrait peut-être que je retrouve cette photo, ou cette capture d'écran. On a fait une capture d'écran de l'iTunes Store où en fait, on n'avait que des logos Radio Podcast sur les 10 ou 15 premières places. C'était assez drôle parce que en fait on n'était pas beaucoup quoi, voilà. Sur des iPods à l'époque. Ouais, sur des iPods. Ouais. Ou en tout cas, exactement. Enfin, c'était sur iTunes, sur l'ordinateur, et tout était sur les iPods. Mais c'était assez intéressant. C'était une période assez intéressante dans le sens où ça nous a aussi permis. Je me suis quand même retrouvé chez Apple, invité par Apple. Pour discuter de podcast, et puis à ce moment-là tu vois passer, on est à la cantine et tu vois passer Steve Jobs, bon voilà, c'est des souvenirs, tu te dis bon, ça t'a permis aussi de faire des choses assez incroyables. Et si je ne m'abuse, je te coupe parce que il y a trop de choses à raconter, donc du coup non mais c'est tout est passionnant. Mais si je ne m'abuse, à l'époque, tu bootstrap un peu parce que si tu gagnes pas beaucoup d'argent avec le truc en tant que tel, tu fais beaucoup de conseils, je crois, non? Oui, à l'époque, je faisais aussi pas mal de conseils et puis on commençait aussi à s'intéresser assez fortement à la production audiovisuelle. Donc, quand je dis non, c'est moi et mes associés. Puis, la radio était toujours là et en fait, le fait de rejoindre le groupe Lagardère a été aussi un moyen pour moi de retrouver, puisqu'on parlait justement de ces allers-retours entre l'entrepreneuriat et les groupes. Quand je suis arrivé chez Lagardère, parallèlement donc au rachat de la plateforme, on me propose de rejoindre la filiale des radios du groupe à l'international. Il se trouvait que Lagardère à l'époque avait plus de 25 radios dans le monde. C'est Lagardère Active, non? C'est ça? Ouais, c'était Lagardère Active Radio Internationale, qui était dirigée à ce moment-là par Jean-Christophe Lestra.
L'idée, c'était de travailler avec l'ensemble des équipes de ces radios à travers le monde. Donc, j'ai pas mal voyagé, mais ça m'a aussi permis de renouer avec la radio, puisque j'étais un petit peu sorti de là à ce moment-là pour me consacrer justement à une activité beaucoup plus digitale, balbutiante mais digitale. Encore Euh, informatique. et c'est vrai que le fait de retourner dans ce groupe-là, ça m'a aussi permis à la fois de rencontrer plein de gens à travers le monde, et beaucoup en Europe, mais aussi en Afrique du Sud. J'ai aussi voyagé, comme j'avais aussi la casquette de patron du digital, j'ai passé aussi pas mal de temps aux États-Unis grâce à cela. Et finalement, cet aller-retour, ce retour, ou en tout cas ce retour au salariat dans un grand groupe m'a aussi permis d'apprendre et de découvrir des choses que j'aurais pas pu faire peut-être tout seul. Voilà. Donc, Ok. À quel moment tu lances Play 6 Prod? alors ça, Play6, c'était un peu avant. Ouais. Play6, Parce que t'as quand même monté beaucoup de boîtes. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de. ouais, Play6, en fait, ça a été ma première boîte de prod que j'ai montée, je crois que c'était en 2001 ou 2002. Je sortais à ce moment-là de Radio FG, où j'avais fait à la fois les matinales et j'étais directeur d'antenne. Et, euh, j'avais envie de commencer à produire des choses. Et donc, j'ai monté cette boîte de prod. Qu'est-ce qu'on a produit? On a produit Omar et Fred sur Fun Radio. On a produit des émissions spéciales aussi pour Énergie. J'ai produit des docs, enfin des docs, plutôt des reportages pour iTélé. Voilà, un certain nombre de choses. iTélé qui est donc C'est news maintenant. l'ancien CNews. Pour les plus jeunes, c'est un peu. Et à l'époque, c'était pas la même ligne édito. Mais C'était pas donc, la tu es même déjà dans époque. l'audio, déjà en télé, là, un peu. Exactement, voilà. Mais je continue vraiment à être à la fois dans l'audio, commencer gentiment la télé, mais même si pour moi c'est quand même un peu la nouveauté. Mais voilà, à travers cette structure de prod, j'expérimente. Voilà. Et Bon, puis c'était vraiment. il y a un petit coup il y a un petit coup de génie sur le dépôt du nom Play 6, Play 6 Ouais, Prod. ouais, ouais. Bon après, effectivement, il a été récupéré, mais voilà. Mais ça fait partie aussi des belles histoires. Mhm. Exactement. Mm, mm. Bon, donc du coup, tu sors de chez Lagardère quand? Je quitte Lagardère en 2012, puisqu'entre-temps, j'avais récupéré la direction des programmes de Virgin Radio en France. Euh, je quitte Lagardère en 2012 avec à la fois le sentiment d'avoir appris plein de choses, mais une envie réelle de revenir à l'entrepreneuriat. Revenir. Pourquoi? Ça m'a Ouais, intéressé, non, Elodie, parce que. ça. Parce qu'Elodie, Comment t'as fait pour tenir aussi longtemps chez Lagardère avant de commencer? Écoute, déjà, j'ai pas tenu. J'ai passé 5 belles années, Ok. euh, franchement sans regret, avec quand même l'impression. Moi, je suis un peu un autodidacte. Hein. J'ai un bac littéraire, enfin un bac section littéraire. Je suis un peu allé à la fac, mais j'ai pas validé mon DUG. Après, j'ai commencé une école de radio, le Studio École de France, que j'ai pas terminé parce qu'on m'a proposé rapidement un job chez Fun Radio, j'en parlais. Donc, moi, je prends ces expériences professionnelles toujours comme des formations. Moi, j'ai l'impression d'être toujours en formation. Et je pense qu'il faut d'ailleurs, Bien sûr. j'essaie d'apprendre en permanence. Et vraiment, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis euh, de rencontrer des gens. Même si je parlais déjà assez bien anglais, ça m'a permis de devenir de quasiment bilingue. Non, mais c'est assez. Je trouve que c'est assez intéressant aussi pour ça. Donc, en réalité, je le vois pas comme une parenthèse difficile. C'était pas un moment difficile pour moi, au contraire. C'était même un moment qui m'a permis d'atteindre peut-être quelque chose que j'aurais pas pu atteindre tout seul, quoi. Tout seul. Ok. Mm. Finalement, c'est ça qui te remet sur la rampe de lancement de l'entrepreneuriat ou c'est juste parce que tu as d'autres envies à ce moment-là et que c'est plutôt personnel Bah, comme ça? c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fonctionné par envie, et puis j'ai toujours fait à peu près ce que je voulais. Voilà. Si je suis venu à la radio plus jeune, c'est parce que j'avais envie d'en faire.
et que j'avais commencé la radio sur une petite radio locale à 13 ans. Voilà. C'était... Donc là, la volonté, c'était d'essayer quelque chose d'autre. Donc j'avais pour projet de monter, à ce moment-là, on parlait notamment de social TV. J'avais développé avec notamment un développeur, un jeune développeur que j'avais rencontré en Pologne, qui travaillait à l'époque justement les radios qui travaillait pour Radio Z, qui est l'équivalent d'Europe 1 ou d'RTL en Pologne. C'était un développeur de génie. Et donc, voilà, on avait travaillé ensemble sur tout un dispositif applicatif pour la Social TV. Social TV, c'était un petit peu, c'est quoi? C'est le second écran? Ouais, Ah, c'est le c'était second vraiment le écran. second écran avec cette interaction. Bon, après, rapidement, finalement, les réseaux sociaux sont revenus, ont repris la main justement sur l'interactivité. Mais à ce moment-là, on travaillait notamment sur des outils d'interaction avec la télévision, des outils de vote, des choses comme ça. Donc, on avait développé un certain nombre d'outils. Ça m'a d'ailleurs renvoyé à Las Vegas. Je suis allé faire le NAB aux États-Unis pour présenter nos produits. Avec un de mes amis qui s'appelle Olivier Cohen, qui avait lui aussi développé une boîte de prod qui s'appelait Hybrid sur des studios virtuels. Il avait eu la gentillesse justement de m'accueillir sur son stand. On faisait des démos. Ça aussi, pour moi, c'était un nouveau monde. Enfin, le NAB, à aucun moment, je me serais imaginé me retrouver là-bas. Tu peux Euh, rappeler ce que c'est pour ceux qui... alors, en fait, c'est un salon qui est vraiment dédié plutôt un salon techno dédié à tout l'univers des médias, la radio, la télévision, et c'est vraiment j'allais dire la réunion annuelle de toutes ces technologies. C'est assez intéressant. Mais c'est un monde complètement à part. Moi qui viens du contenu, je me suis tout à coup retrouvé à expliquer à des mecs comment on pouvait interagir avec une plateforme externe, avec la télévision. Enfin, c'était assez fou. C'était assez fou. Donc, j'ai lancé ce truc-là. Après, ça a duré 6-8 mois parce que, en fait, rapidement, voilà, les réseaux sociaux ont pris le dessus. Mais voilà, c'était une expérience assez drôle à vivre. Et je suis revenu, bien sûr, rapidement sur le contenu. Où là, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment aussi lancé Dim Sum Entertainment, Ah la bah voilà, société alors. sur laquelle je travaille aujourd'hui. Voilà. Oui, mais alors, ce que tu dis pas, c'est qu'il travaille là-dessus aujourd'hui, mais que entre-temps, alors je sais pas si c'est lié à l'activité de Dim Sum ou pas, mais Mm. tu es revenu dans le giron d'un groupe, puisque tu viens de partir de chez Oui, Media c'est ça. One. Qu'est-ce que c'est? Allez, hop, les montagnes. Tu sors de la Bah, Gardère, tu sors de chez Media One, que s'est-il passé entre? Il y a une faille alors, temporelle là. qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Donc, je sors de chez Lagardère, je monte cette boîte, je fais un peu de conseils, notamment pour d'autres boîtes de prod. C'est toujours quelque chose que j'aime bien faire, d'ailleurs, le conseil, parce que, enfin, d'ailleurs, on appelle ça du conseil, mais pour moi, c'est même pas du conseil, c'est plus des collabs, j'ai envie de dire. Je collabore avec des gens, ils m'apprennent des choses, je leur apporte une expertise, je leur apporte mes modestes connaissances et puis on essaie d'avancer, de développer un nouveau truc. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et donc à ce moment-là, je travaille avec un certain nombre de boîtes de prod. Et puis un jour, avec Fred Testo, qui se trouve être en plus mon ami d'enfance, on se dit mais peut-être qu'il serait temps. Et si on montait une boîte ensemble, ça serait drôle. Ouais, ok. Et puis, un jour, on déjeune avec Maxime Saada, qui n'était pas encore patron de Canal, mais qui allait le devenir. Il nous dit, ben moi, j'aimerais bien refaire des choses avec toi, Fred. Réfléchissons peut-être à un programme et tout. Et puis, voilà, on avait une idée avec Fred, un programme court sur des bandes annonces de films qui n'existent pas. Et là, Maxime nous dit, ben, Banco, on y va. Et donc, on produit toute une série enfin, programmes courts de ces bandes annonces. Évidemment, on fait venir nos potes comédiens, auteurs pour travailler sur le projet. Et puis, en parallèle toujours, on rencontre les gens de Dailymotion
Et puis bah là, c'est pareil. Ils nous disent, nous, on aimerait bien peut-être développer une petite cellule pour recruter de jeunes talents, un petit peu à l'instar de ce qui s'est fait avec Bagel, notamment chez Canal+. Voilà, on vous ouvre les portes de Dailymotion et puis vous produisez des vidéos. Ce qu'on a fait, et on a démarré vraiment l'activité de Dimsum à la fois sur Canal, en tout cas grâce à Canal, et Dailymotion. Et on a fait ça un certain nombre d'années. Puis en parallèle, on faisait aussi on produisait beaucoup de contenu pour les marques, ce qu'on fait toujours d'ailleurs de temps en temps. Et c'était vraiment le gros de l'activité de Dimsum. Et un jour, je reçois un appel de Christophe Toral, qui était donc le patron de Lagardère Studio, qui était la filiale, qui était la branche de production audiovisuelle chez Lagardère. Et il m'appelle, il me dit ouais, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Je sais que tu es passé par le groupe à un moment donné, mais on voit arriver toutes ces plateformes, Netflix, Amazon. Enfin, pour l'instant, elles existaient surtout outre-Atlantique, mais pas grand-chose en Europe. Et sur le digital, voilà, on n'est pas encore très actif. Donc on se rencontre. Voilà, toujours dans cette logique, j'arrive à dégager un petit peu de temps, une journée par mois, une journée par semaine, pardon, à travailler avec les équipes de Lagardère Studio. Je travaille avec les producteurs justement pour réfléchir un peu à tout ça, comment on peut optimiser les réseaux sociaux, comment on peut réfléchir à de nouveaux contenus pour les plateformes, etc., etc. Et puis rapidement, il me demande de travailler sur une équipe qui pourrait ensuite prendre le relais. Et puis finalement, il me propose de rester. Et puis le projet était super intéressant et toujours dans cette logique d'apprendre de nouvelles choses. J'ai dit banco. Donc on a mis entre parenthèses, tout en continuant bien sûr la Dimsum, tout en maintenant Dimsum, j'ai fait une petite parenthèse et je suis parti donc chez Lagardère Studio, qui ensuite a été donc là chez Lagardère Studio, j'ai pris la direction des activités digitales du groupe. Et Lagardère ensuite a été racheté, Lagardère Studio a été racheté par Mediawan. Donc le groupe fondé Toi par avec, du coup. Antoine Capton, moi avec. Et j'ai rejoint Mediawan. Et là aussi, je me suis retrouvé dans un groupe qui avait une vraie volonté de développement, qui avait envie de faire plein de choses et tout, où j'ai rencontré aussi des gens super. Et pareil, voilà, l'année dernière, cette envie peut-être de retrouver un peu de liberté, puis aussi parce que j'avais envie de faire autre chose. Voilà, tout cumulé, l'aventure avait duré 5 ans. Et je pense que c'est bien, c'est toujours des cycles de 5 ans. Je ne sais pas, il y a peut-être une explication. Il faudrait que j'en parle un jour à un psy. Mais voilà, cette envie de repartir sur de nouvelles choses. Donc c'est ce qu'on a fait, me reconcentrer sur Dimsum. Donc là, on est revenu vraiment sur Dimsum de façon franche et massive. On a un peu recapitalisé, on a travaillé sur de nouveaux projets, on a acheté les droits de livres d'un auteur formidable qu'on adore, qui s'appelle François Despnous, qui avait fait notamment 2 jours à tuer, le film avec Dupontel. Donc là, on est en train de travailler sur l'adaptation de ces 2 bouquins. On travaille sur une série, une comédie. On travaille sur un film unitaire. On a toujours aussi cette activité pour les marques. Donc là, on est en train de produire, on est en pleine production d'un podcast pour un grand groupe média qui va sortir au mois de mai. On travaille aussi sur de la pub. Donc voilà, on retrouve cette activité. Moi-même, toujours à titre personnel, parce que ça continue de m'enrichir. Je travaille aussi avec d'autres groupes, d'autres médias. Je collabore notamment avec Chef Club, les frères Lang, qui pour moi sont juste des mecs brillants.
qui ont eu cette idée il y a quelques années de lancer Chef Club. Aujourd'hui, c'est des milliards de vues sur les réseaux sociaux. On est vraiment en train de travailler sur des contenus un peu plus premium, toujours sur le label Chef Club. Et voilà, c'est toutes ces rencontres et tous ces projets qui aujourd'hui m'animent et où j'apprends encore tous les jours, quoi. Et c'est top tout ça. Et tu parles beaucoup de tes associés. Tu disais que tu étais aussi associé avec Fred, qui était un ami d'enfance. C'est quoi la secret sauce? Parce que dans tout ce que tu racontes, ça fonctionne plutôt pas bien, plutôt très bien, pardon. Vous êtes rachetés, vous êtes repris, vous êtes Mm, repérés, mm, vous n'avez pas de problème pour lancer des nouveaux projets et qu'ils soient adoptés. On en rencontre un paquet d'entrepreneurs avec des idées, mais tu vois, les idées, elles vont jamais toucher les bonnes personnes. Comment on fait pour bien s'associer? Comment on fait pour bien s'associer? Alors, j'ai pas compris le truc dès le départ. C'est-à-dire qu'au début, ma première boîte, je l'ai créée un peu tout seul, où je faisais tout, mais comme tout entrepreneur, hein. Mais c'est vrai que les clés d'une association, bah, c'est déjà qu'est-ce qu'on apporte à cette boîte. Voilà, qu'est-ce qu'on apporte à cette boîte? Et c'est ce qui fait ensuite le succès d'une boîte. C'est-à-dire que si chacun apporte ses compétences, que ça soit en matière de créa, en matière de gestion, etc., etc. Donc, moi, en tout cas, au début, le fait de créer des boîtes, ça m'a surtout permis de toucher un peu à tous les corps de métier. Donc, de développer aussi des compétences sur la gestion d'une boîte, sur lire un BP, etc., etc. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai appris aussi dans mes expériences à m'associer aux bonnes personnes. Euh, il y a entre justement la période podcast, la Gardère Studio, et puis se retrouver en entrepreneuriat. J'avais aussi, je vous avais parlé notamment de Bertrand Lenôtre, qui avait été un des podcasteurs historiques. Bertrand m'appelle, donc c'était en 2000. Non, non, enfin, c'était un peu plus tard, c'était voilà, en 2009, 2010. Et il me dit, ouais, j'aimerais bien qu'on lance un média en ligne plutôt destiné aux entrepreneurs, aux startups, etc. Je dis, bah, écoute, ouais, je vais t'aider, moi, ça me plaît. Et donc, c'est comme ça qu'on allait lancer Digital Business News, qui était Ouais. un des premiers médias consacrés aux entrepreneurs et aux startups. Et voilà, c'est pareil. Là, ça a été encore nouveau. On a travaillé avec Pascal Chevalier, le patron de Reworld, qui nous a rejoint aussi dans l'association. Et pareil, on a développé un truc où là aussi, j'ai appris ce que c'était qu'une vraie startup, quoi. Voilà, parce qu'on était vraiment dans ce mode-là. En plus de ça, avec des gens qui ont une parfaite maîtrise du sujet, comme Pascal et les gens de 50 Partners, puisqu'ils étaient ils étaient aussi associés au projet. Déjà, ok. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là encore, je pense que les associations, c'est ce qui fait ensuite que un projet marche ou pas, en réalité. Et donc là maintenant, je pourrais le dire, autant au début, j'y suis allé un petit peu comme ça, vraiment à l'aveugle, mais maintenant, la réalité, c'est que plus on réunit autour de la table des gens qui apportent des vraies compétences, mieux c'est. Alors, il y a cette partie compétences, mais il y a un autre point sur lequel nous, et je dis bien nous parce que on forme une équipe, on forme même quasiment une famille, c'est que on a toujours mis un point d'honneur à travailler avec des gens qu'on aimait. Parce que ça permet aussi déjà d'être beaucoup plus libre dans la façon d'évoluer. C'est-à-dire que nous, on aime bien travailler avec des amis en mettant bien sûr des garde-fous parce que c'est toujours très délicat de travailler avec ses amis ou en famille. Vous savez ce que c'est. Et c'est aussi pour nous la clé parce que on a envie de travailler, que ça se passe bien, que les gens se sentent bien. Et jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé. À partir du moment où, bien sûr, tout ça est très maîtrisé et que on se dit les choses facilement et que on avance toutes et tous dans le même sens. Voilà. Ouais, c'est Donc, ça. nous, on a toujours fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné un peu en famille. Ça fait un peu mafia sicilienne, mais c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire on a toujours fonctionné comme ça. Et on a vu que tu avais 1, 2, 3, défriché beaucoup de choses. C'est quoi ton prochain Far West?
On entend parler d'IA, on entend parler de métaverse. Tu vas où? Bah, je Tu vois? m'intéresse vachement à l'IA. Je trouve ça assez excitant et à la fois un peu effrayant, mais au contraire, je pense que à à chaque nouveau projet, enfin, il y a toujours un truc un peu effrayant. Mais je pense que moi, tout ça rapidement va aussi se régler, se réguler. Euh, mais je trouve que le champ des possibles est encore énorme. Là, on est face à quelque chose. Enfin, c'est tidal wave, quoi. C'est un truc qui va nous arriver, enfin, qui nous arrive. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et au contraire, je trouve que c'est assez excitant. La seule chose, c'est que ça part pas non plus complètement en vrille, parce que là, c'est vrai que par rapport à d'autres évolutions technologiques, on est sur quelque chose où on peut aller très très loin. Mettre le pape en doudoune. J'écoutais ce matin sur France Inter. Il y avait justement le patron de l'IA chez Meta qui intervenait. Il disait, mais tout le monde a fait toute une affaire sur le pape en doudoune blanche, donc une image créée par l'IA, Mhm. avec n'importe quel logiciel, en particulier Photoshop, on aurait pu mettre le pape en doudoune blanche. Bien sûr. Donc, techniquement, c'est juste que on a gagné à peu près 1 heure et quart de travail. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut apprendre à apprivoiser. C'est pareil, comme on a entendu aussi que l'IA allait tuer des millions d'emplois. Il y a de fortes chances, effectivement, que ça vienne remplacer certains emplois. Mais en même temps, ça va en ouvrir d'autres. Ça va en créer d'autres, certainement. La seule chose, c'est de savoir en combien de temps, comment tout ça va se passer, etc. Donc, oui, je pense qu'il faut regarder les choses avec, avec cet œil de j'ai envie d'apprendre de nouveaux trucs, ça va m'aider, en quoi je peux utiliser cet outil pour développer mon business. Mais en même temps, voilà, il faudra être aussi vigilant parce que comme toute nouvelle techno, il faut l'être. Voilà. Dans les industries créatives, je disais un truc il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs je crois que 2020 s'est emparé du sujet avec Carlos Diaz l'autre jour sur son podcast. Euh, euh, Quelqu'un disait que ça allait finalement généraliser la médiocrité et que ça allait mettre en avant les singularités et que finalement ça n'allait en rien enlever, et notamment dans l'industrie créative, j'insiste bien, le talent de ceux qui allaient avoir cette singularité justement et pouvoir la mettre encore plus en exergue. Et reprenait en exemple le fait que effectivement déjà Rubens lançait les grandes pistes et faisait faire l'étoile par ses élèves. Et je crois que c'est merde, je sais plus qui disait, ce qu'on te reproche, cultive-le. Et en fait, on est un petit peu dans ce truc-là. C'est-à-dire que pour sortir du lot, il va falloir continuer à être très, très, très créatif Mm, et sans se soucier qu'on puisse copier. Toi, tu es quand même au cœur du réacteur. mm, Tu crées des supports, tu adaptes des supports. On dit que l'IA va arriver et terrasser tout ça, qu'on va pouvoir foutre un poème de Baudelaire, on ne pourra même pas faire la différence entre un original et un truc. Est-ce mm. que tu partages cette opinion que bah, si, il y aura toujours de la place pour la créativité originelle ou est-ce que justement tu flippes là-dessus? Non, je flippe pas parce que même si l'IA demain peut sortir un poème à la façon de Baudelaire, tu l'as dit toi-même, c'est à la façon d'eux. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un référent. Et moi, ce que je pense, c'est que euh, on aura beau avec des outils comme l'IA copier, mais on le fera toujours par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que quand tu demandes à ChatGPT de te rédiger une lettre de motivation, ça va te rédiger une lettre de motivation, mais par rapport à des éléments existants. Donc, il a bien fallu qu'à un moment donné, ces éléments soient créés. Voilà. Et ça, pour le coup, ça a toujours été l'homme derrière tout ça. Donc, je me dis, c'est pareil, j'ai entendu récemment que il y a un certain nombre de comédiens voix qui s'inquiétaient justement de l'utilisation de l'IA dans la création de voix. Et à raison d'ailleurs, parce qu'effectivement, on arrive quand même à des choses assez hallucinantes maintenant sur l'utilisation des voix. Et, euh, mais en même temps, je réfléchissais un peu à ça et je me disais, mais pour moi, c'est pas si inquiétant que ça, dans le sens où une voix, ça reste quelque chose d'unique. Et en fait, finalement, on peut remettre avec tout ça au centre
l'être humain, parce que si je veux travailler avec telle voix, même si je peux trouver une voix qui se rapproche en utilisant l'IA, ça ne sera pas la voix originale. Voilà. Et je me dis que Ou alors ça posera des problèmes de propriété. de copyright. De copyright. Exactement. Et c'est assez drôle parce que c'est justement dans cette logique-là aujourd'hui que je réfléchissais, notamment sur l'utilisation de l'IA, c'est de me dire que ceux qui risquent d'avoir beaucoup de boulot dans les années à venir, c'est tous les juristes. Parce que il va falloir justement bien délimiter tout ça et que finalement, moi, Thomas, j'ai cette voix, j'ai ce visage, etc. Bah, peut-être que je vais me retrouver à déposer ma voix et déposer mon visage parce que le jour où l'IA ou quelqu'un de malveillant utilise ma voix pour faire quelque chose, et ben, je pourrais l'attaquer et faire jouer, bien sûr, la chaîne des droits. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est parce que tout ça va nous obliger un peu à redéfinir la façon dont on appréhende aussi bien la chaîne de droit que la création, que la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc c'est assez passionnant, mais oui, faut rester très vigilant. Mais je le reconnais, hein, je suis tous les jours, je vais un peu sur ChatGPT pour essayer des trucs. Je trouve ça assez drôle, quoi. Tu vas J'en créer tes connais une autre. prompts. Moi aussi, je fais pareil. Ouais. Une journée assez impressionnant aussi. Et puis, aujourd'hui, il y a tellement d'outils que c'est les additionner. Tu te rends compte que tu peux prendre 3 outils et en une demi-heure lancer un business. Enfin, c'est quand même assez dingue. Bah, Les choses. exactement. Alors, il y a ceux qui tapent comment gagner 500 euros en partant de 5 euros. Bon, ça, on a bien compris de toute façon que ça fonctionnerait pas. En fait, le premier truc à faire, bah, c'est d'aller travailler, hein, tout simplement. Et a priori, ça fonctionne mieux que ChatGPT, encore. Ah bah, quoique si tu entraînes bien ChatGPT, il va quand même C'est pas au faux. bout d'un C'est moment, pas te faux. permettre d'acquérir les Ouais. compétences que tu pourras vendre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut le voir, je pense, comme un outil supplémentaire. Je suis pas développeur, mais c'est vrai que quand on sait qu'on peut coder avec ChatGPT, Oui. alors je suis pas certain qu'on arrive à des trucs ultra aboutis, mais on arrive à sortir une structure et qui permet ensuite d'upgrader et de se retrouver avec un produit fini. Donc, voyons-le vraiment comme un facilitateur. Je pense qu'il Ouais, faut, faut il faut s'augmenter un garder peu. ça en tête. C'est un facilitateur. Il faut faire juste attention que ça parte pas en vrille et que on se retrouve avec des papes en doudoune dans tous les sens. C'est marrant. Voilà. Même si bon, finalement, c'est plutôt rigolo, mais voilà, il faut que ça reste assez maîtrisé. Mais globalement, si on l'utilise vraiment comme un outil, En fait, tu voilà. sais, le deepfake, c'est que là, en fait, c'est pas nous, là. Non, C'est j'ai notre j'ai voix bien et c'est notre compris. image, mais c'est des Mais avatars. tu sais comment j'ai repéré? C'est grâce à l'horloge qu'il y a derrière vous. Oui, L'heure qui est ne bouge figé, qui ne pas. bouge pas, L'heure ne bouge pas. qui marque une heure qui n'existe pas. Ou alors, Mais il faut changer les piles. c'est ça, exactement. On aime bien avoir des petits conseils. Qu'est-ce que Ouais, un entrepreneur qui se lance, qu'est-ce que Ouais, tu ou aimerais un comme... entrepreneur tout court. Ouais, Hein. un entrepreneur tout court. Allez. L'entrepreneur qui... Bah, déjà, lancez-vous. C'est toujours compliqué de donner des conseils comme ça. Non, mais C'est alors, un chiant, conseil hein. que tu te, Allez, prends tu ma te patate donnerais chaude. toi aujourd'hui à toi, tu vois, le jour où tu t'es lancé Ouais. la première fois. Alors, déjà, je repartirais sur un projet à partir du moment où j'ai envie de le faire, il faut le faire. Voilà, ça c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte d'une envie. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les projets qui naissent parce que il y a une opportunité business. En fait, il faut se dire que si on le fait juste par opportunisme, il y en a d'autres qui vont le faire. Donc, ça veut dire que la concurrence sera beaucoup plus rude. Ah, purée. Voilà. Si on le fait parce qu'on a des convictions, on a une envie, tu me parlais des podcasts, c'est vrai qu'il y a plus de 10 ans, enfin même plus de 15 ans, tout le monde me regardait avec des yeux de Merlan Free. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand je vois l'énergie que mettent certains créateurs, que ça soit dans des plateformes, je parlais de Paradiso, mais il y a aussi Louis Média, Binge, Nouvelles Écoutes et tout. C'est des gens qui avaient envie de transmettre quelque chose. Et en cela, je pense que c'est déjà le meilleur terreau pour développer un business. Avoir envie de faire quelque chose. Et puis ensuite, mais là, il n'y a pas de secret, c'est s'associer avec les bonnes personnes et avancer avec des personnes de confiance, comme je disais, des gens
qu'on aime ou qu'on apprécie en tout cas pour leurs compétences. Mais déjà, à la base, c'est juste d'avoir envie de faire quelque chose. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Ça m'a toujours réussi, je pense. J'ai commis beaucoup d'erreurs aussi, hein, je le reconnais. Mais en même temps, je l'aurais pas fait, j'aurais pas fait ça. Bah, je n'aurais Ouais, pas t'as appris de lancé. mes erreurs et je serais resté dans mon coin, certainement. Donc, ouais, Dernière petite question l'envie. à la française. J'ai mis petit comme mot, comme qualificatif. C'est très, très Frenchy, ça. Mm. Le projet du moment, en ce moment, t'es sur quoi? Là, le projet du moment, T'en parlais. le projet du moment, c'est vraiment développer notre activité de fiction sur Dim Sum. C'est notre volonté première. On est dans cette logique-là. Donc, certes, on est un peu plus dans du temps long, c'est que tout ça prend du temps, etc. Après, évidemment, j'ai aussi la chance derrière euh, euh, de travailler sur d'autres projets. Je parlais notamment des contenus premium pour les marques. Je parlais aussi de toutes les collaborations que je fais, notamment avec l'équipe de Chef Club, entre autres. Je vais continuer bien sûr dans ce sens-là. Donc les gros projets, bien sûr, c'est de développer notre activité de producteur de fiction. Et on le Ok, fait avec toute la passion nécessaire et l'énergie qu'il faut mettre dans ce type de projet. super. Merci beaucoup. C'était Merci à vous. un C'est très toujours un bon plaisir. moment. Ouais, c'était Toujours. très, très cool de t'écouter. Merci beaucoup de tout ce partage d'expériences, Ouais, d'histoires. Et puis, bah, à très bientôt ouais, à dans ma bientôt. Eh boîte. ben oui, Mon à bientôt, histoire. évidemment. À bientôt. Ma boîte, mon histoire. Salut. Je peux te faire un paquet d'oseille, hein. Le capital, c'est fou. Ah oui, ça. Les voitures, c'est foutu. Ma boîte, mon histoire, l'émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien.